Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Dédicace. À ceux que j'ai rencontrés. Dans le cadre de mon travail. Parents, souvent antagonistes. Et couples, en séparation. Tous ceux pour qui j'ai voulu, avec eux. Résoudre énergiquement. Les problèmes familiaux. Et à leurs enfants à 2 foyers. Écartelés en d'incessants voyages. À Philippe et Anne Duménil, mes parents. Qui ont attaché du prix à leurs enfants. Et qui, malgré leur chemin de traverse, ont eu la force ou la faiblesse, la chance ou le courage, de ne pas se séparer. À Christine qui me partage sa vie, qui m'a redonné foi dans le mariage humain. À nos enfants qui m'aident, avec leurs âges si divers, à appréhender la diversité des situations familiales, au groupe de dialogue de couple, et à ceux qui ont renforcé le nôtre. Tout homme a 3 parents. Son père, sa mère et sa terre. Aux familles polynésiennes. Et à leur franchise confiante. À cette Polynésie française dont j'ai tant reçu. Qui mérite tant d'enrichir la France. Métropolitaine et ultramarine. De ses qualités propres de sensibilité, force vive et fraternité. Et d'en recevoir davantage. Rigueur d'analyse et efficacité. À mon ancien directeur de l'École nationale de la magistrature, dont les mots, les magistrats, notamment outre-mer, n'écrivent pas assez pour transmettre leurs réflexions et éléments de solution, m'auront été un aiguillon précieux pour écrire et partager tant d'expériences. Aucun homme n'est ton ennemi. Tous les hommes sont tes instructeurs. Proverbe bouddhiste. À ceux qui contribuent à fortifier les couples et les familles. À ceux qui, de gré ou de force, m'ont fait grandir en humanité. Na teo o te atua tei wharii. Ito mo itei varavara. Ia neenee o ia roi maoro. Ia se te taata tayo. Ia zwana ateu tu le ziri tue, apiti. Ia maitai aete iri te mo tamari. À tous ceux qui n'ont pas compris les mots qui précèdent, traduits plus loin, mais qui ont soif de comprendre les autres. Même surtout ceux qui les déroutent. Préface. Les juges écrivent peu et la plupart emmènent avec eux le savoir qu'ils ont accumulé sur les hommes pendant leur carrière. Peut-être parce que celle-ci ne leur a pas montré le plus beau visage de l'humanité. Dans ce livre, Godefroy Duménil a décidé de faire doublement exception. Tout d'abord en prenant la plume et ensuite en essayant de tirer le meilleur de son expérience. Notre juge a en effet décidé de livrer au lecteur ses réflexions au fil des jours et au fil des audiences. Il nous reçoit dans son privé et nous raconte des tranches de vie, des histoires qui pourraient être les nôtres voire les siennes tant il ne s'abstrait pas de notre commune humanité. Lui aussi a subi les avanies de la carrière, lui aussi est en proie à des émotions. Lui aussi est tiraillé entre des aspirations qu'il ne peut réaliser et des appréhensions qu'il n'arrive pas à conjurer, comme la crainte de ne parvenir à rendre une décision solide qui structure durablement la vie de la famille après le divorce. Car si le couple se dissout, les liens de parenté subsistent. Et Godefroy Duménil prend à cœur de ramener la paix, y compris dans une séparation. Il nous fait découvrir que c'est tout un art de trancher dans de telles affaires, la connaissance du droit ne suffisant pas. Un art au sens premier du terme, c'est-à-dire un tour de main qui tient souvent à une certaine manière de parler. Car une justice humaine, c'est une justice où l'on parle, où l'on se parle, et avant cela un lieu où l'on écoute. L'oreille est en effet l'organe le plus sollicité du juge, et aussi le plus exigeant pour lui. Le juge doit être économe de ses paroles, mais généreux de son écoute. Ce n'est probablement pas un hasard si nombre de mots du vocabulaire judiciaire, auditeur de justice, audience, audition, etc., se réfèrent à l'ouïe plutôt qu'à la vue. On appelle auditeurs de justice les juges stagiaires qui ont surtout pour tâche d'écouter sans décider, mais n'est-ce pas inverser les rôles ? Tous les juges ne doivent-ils pas s'efforcer d'être toute leur carrière durant des auditeurs de justice ?
Et pour cela il faut commencer par être l'auditeur des autres, des personnes, de leur histoire propre et de leur culture. C'est le fond de l'expérience que nous restitue ce livre d'un juge métropolitain, qui a rendu avec humilité la justice à 18 000 kilomètres de chez lui. C'est par l'écoute que commence le travail de justice. De l'art de l'écoute de notre juge, le lecteur n'en a des preuves qu'indirectement, à travers les inquiétudes qu'il nourrit à l'égard de certains. En écoutant, le juge reçoit en effet cette souffrance et aussi, on en a maint exemple ici, prend en charge la violence de la discorde. Une violence verbale. Une violence dont le plus démuni, à savoir l'enfant, fait souvent les frais. Juger n'est jamais un acte anodin, et lorsque le jugement porte sur l'intime, il est encore plus délicat. Le premier président de la Cour de cassation Drey disait que pour juger, il faut avoir la passion des autres. Il faut, ajoutait-il, aimer trancher. Ce livre l'illustre parfaitement. Il faut accepter de se mêler des affaires des autres, non par voyeurisme mais par goût d'une justice vraie, incarnée dans des affects positifs et enracinée dans la vie. Il faut se sentir concerné par le devenir de ses congénères. Il faut donc accepter de se décaler, et encore plus lorsque le juge doit exercer ses fonctions outre-mer, dans une culture aussi riche et aussi spécifique que l'est la société polynésienne. Si le rôle du juge n'est pas seulement de dire le droit de manière froide et désincarnée, s'il n'est pas non plus de se substituer à un conseiller conjugal, quel est-il alors ? Il est d'attribuer une place à chacun et de la garantir aux yeux de tous, parents, époux, grands-parents, tiers dignes de confiance. Toutes ces places ne sont pas clairement définies par le droit, la vie oblige le juge à les préciser et dans certains cas, à les aménager lui-même. N'est-ce pas la force de la culture polynésienne que d'inventer des places que le droit ne connaît, ou ne reconnaît pas ? On songe bien sûr au placement d'un enfant en Fa'amu, ou encore à cette idée qu'en Polynésie française, on n'abandonne jamais son enfant, on le confie avec confiance. Car la place d'un enfant n'est pas que celle que lui destine le droit, elle est aussi celle que lui réservent les parents, voilà ce que nous dit ce livre. Godefroy du Mesnil ne désespère pas de l'homme, il connaît mieux que quiconque les risques inhérents à la vie de couple mais son propos n'est pas amer. Loin s'en faut. Il n'a de cesse que d'œuvrer à des séparations plus harmonieuses, à une politique familiale plus cohérente et à une justice plus intelligente. C'est une œuvre utile car notre justice est mal connue. Elle apparaît trop souvent comme un monde à part, coupé de la vraie vie, habité par des hommes étranges qui parlent une langue ésotérique. La lecture de ce livre les rassurera et leur donnera à n'en pas douter, l'idée d'une justice plus humaine. Antoine Garapon, magistrat, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Prologue, des unions et désunions, conflits, amour, enfants, et un juge des affaires familiales pour écouter, concilier, décider et témoigner, un juge entre Rousseau et Chrono. Je suis juge aux affaires familiales et j'essaie de trouver le temps d'écrire ce livre. Parce que j'ai une audience à préparer et des situations humaines à analyser. Parce que j'ai une pile de dossiers dont les jugements sont à rédiger. Et une autre de décisions de justice à relire et à signer. Parce que j'ai des audiences à présider. Parce que je rentre souvent trop tard à la maison. Que j'y travaille trop tard souvent. Parce que je me dois aussi à ma famille. Mais les situations humaines dont j'ai connaissance sont tellement riches et diverses que je ne peux pas ne pas les partager. Parce que le couple, la famille et leurs équilibres sont l'un des enjeux les plus grands de ce siècle. Et de tous les autres. Et que s'occuper de la séparation des couples et du devenir des enfants, c'est beaucoup réfléchir sur les fragilités et richesses des couples et des familles. Je suis juge unique. Non pas en mon genre. Mais seul pour juger. Étonnement pour ceux qui croyaient que les juges décident toujours à trois, la plupart des audiences au tribunal sont désormais à juge unique. Étonnement surtout des multiples confiances et confidences que me font ces couples. Que j'entende chaque personne individuellement. Pour tout divorce, le juge est tenu d'entendre d'abord les époux séparément, ou que je reçoive les deux parents ensemble, pour les questions d'autorité parentale, c'est-à-dire dès qu'un enfant mineur est concerné. Impression, sans que je ne l'ai imaginé, de recevoir un concentré des difficultés de chaque famille. Des espérances déçues aussi. Parce que l'on parle beaucoup aux juges, en Polynésie française comme en France métropolitaine.
Chaque semaine, c'est plus de 25 couples en moyenne que je rencontre, sans compter les dossiers que je traite, beaucoup plus nombreux. Ce qui correspond, car tous ne viennent pas à la convocation, à une cinquantaine de personnes. Avec avocat et souvent sans. Sans compter les enfants que je suis également amené à entendre. Avec une durée d'entretien qui varie entre 1 minute et 1 heure. Parfois plus. 1 minute, dans les dossiers où un parent ou son avocat me demande le report pour préparer ses arguments. 1 heure, voire plus longtemps pour les dossiers les plus graves, les plus complexes. 25 couples par semaine, c'est bien une centaine par mois, 10 fois plus chaque année, et depuis que j'exerce cette fonction, 15 ans désormais, des milliers de familles. Ce qui explique le sous-titre de ce livre. Le juge aux affaires familiales, ce n'est pas le juge des enfants. Il ne s'occupe ni des jeunes délinquants, ni des jeunes en danger physique de mauvais traitement ou en danger moral de privation d'attention. C'est le juge de tous les jeunes en danger affectif, blessés bien souvent dans leur amour pour leurs 2 parents. Et mon métier, c'est d'abord sauver les enfants d'une asphyxie, lorsqu'il s'agit de leur permettre de respirer l'amour de chacun de leurs 2 parents qui ne supportent plus l'autre. Pourquoi le sous-titre du prologue ? Entre Rousseau et Chrono. Parce qu'ils sont encore nombreux, ces pères qui disparaissent, abandonnant le bébé avec la mère, tout en ayant un raisonnement auto-justifiant, à l'instar de l'écrivain français Jean-Jacques Rousseau qui, tout en délaissant ses enfants, publia en 1762 un ouvrage sur la science pédagogique, Émile, ou de l'éducation. Parce qu'elles sont encore nombreuses, ces mères qui, déçues d'une relation conjugale difficile, phagocytent le père pour s'assurer l'exclusivité de l'enfant, comportement qui, dans son extrême, rappelle le Chrono de l'Antiquité avalant ses propres enfants pour garder entier son pouvoir. Mais aussi, à l'inverse, parce qu'il est beaucoup de mères qui recherchent désespérément un père pour leur enfant, le père biologique, à défaut un autre, et qui, découragées par leurs difficultés éducatives, finissent par abandonner leur autonomie décisionnelle au profit de l'enfant tout-puissant, invoquant le respect de son libre arbitre, laissant dévorer le leur. Parce qu'ils ne sont pas rares ces pères qui, envahissant, veulent s'assurer l'exclusivité de l'amour de l'enfant, dépréciant gravement la mère pour elle étouffée aux yeux de celui-ci. Et enfin parce que Chrono est aussi le dieu du temps qui passe inexorablement, révélateur des violences et des blessures, révélateur aussi des remords face à l'histoire de chaque couple, à l'aune duquel bien des comportements passés se relativisent grandement. Dans la première de ses célèbres lettres à un jeune poète, le poète autrichien René Maria Rilke énonçait « Entrez en vous-même, cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez s'il pousse ses racines au plus profond de votre cœur. Demandez-vous à l'heure la plus silencieuse de votre nuit, suis-je vraiment contraint d'écrire, impliquant de ne communiquer que si l'on en sent l'irrépressible besoin. Alors j'écris. Par nécessité profonde. Pour les drames vécus. Pour l'humour, également présent. Et pour ces petits d'hommes qui, jetés dans un nouveau monde à leur naissance, ne pouvaient prévoir qu'ils se disloqueraient avant qu'ils soient devenus grands. Comment découvrir ce livre ? Comment découvrir ce livre ? Au point de convergence de la justice familiale aussi bien dans le Pacifique qu'à Nantes et en France métropolitaine, entre organisation au mieux de la séparation et mieux vivre ensemble, articulation entre relations conjugales et parentales, éducation des enfants adoptés ou biologiques, cet ouvrage a bien des entrées. Souhaite-t-on sourire ou rire ? Non pas aux dépens mais avec ceux qui demandent justice. Plus grand que, on lira quelques perles du JAF, page 225, perles également parsemées au travers des chapitres. Désire-t-on mieux vivre à 2, plus grand que. On mettra à profit le plaidoyer pour l'amour croissant, ou comment mieux vivre ensemble. Vive le mariage, page 207, outre de nombreux éléments d'information et de réflexion dans l'ouvrage. Veut-on se séparer, plus grand que. On s'attachera au passage. Pourquoi les séparations et comment mieux se séparer ? Réflexion et propositions concrètes et le divorce, séparation la mieux organisée, mieux que la séparation hors mariage, vive le divorce, pp 183 puis 201. Hésite-t-on ? Grandir dans la vie commune ou cesser de vivre ensemble ? Plus grand que. Ce sera la lettre personnelle à un couple qui se sépare, page 261. Parents séparés, désireux de le vivre mieux,
plus grand que les 10 trucs du JAF pour réussir sa séparation, page 271, sont à approfondir. Passionné par l'adoption et les délégations d'autorité parentale? Ce sont les chapitres Parents à la place des parents, page 155, et Fahamou et adoption en Polynésie française, page 289. Désire-t-on mieux découvrir la Polynésie française et les hommes et femmes qui y vivent au XXIe accent grave siècle? On abordera le chapitre Polynésie française, pays de force et de foi, page 149, ainsi que de nombreux éléments d'information sur le comportement polynésien tout au long de l'ouvrage. Comment vivre heureux ensemble durablement? Pour ne pas perdre la vie à deux, on lira à partir des pp 207 et 305. Aime-t-on les phrases fortes, l'évasion et la profondeur? Ce sera en pp 287 et 324 pour la poésie, en multiples lieux pour les citations et la postface, page 311. Aime-t-on le décalé? A-t-on le goût du paradoxe? On appréciera la Déclaration des devoirs de l'homme et du citoyen, page 257, les 5 paradoxes pour ne pas perdre la vie à deux, page 309, et de nombreux clins d'yeux tout au long de l'ouvrage. Et d'abord et surtout, veut-on, conformément au titre, d'abord s'attacher aux couples et aux familles? On aura bien sûr à cœur de lire ce livre, comme tout livre, dans l'ordre croissant des pages écrites. Bonne lecture. Un juge des familles, pourquoi faire? Donne-moi l'intelligence, que je garde la loi, de tout cœur je voudrais l'observer. La justice est justice, et la loi est vérité. Les du psaume 119, versus 34 et 142. Ce n'est pas la règle qui nous garde. C'est nous qui gardons la règle. Georges Bernanos. C'est une enfant de 6 ans. On m'a demandé instamment de l'entendre malgré son jeune âge, soulignant sa grande maturité. Elle est entendue sans ses parents. L'audition de l'enfant par le juge aux affaires familiales est prévue par le Code civil, le juge étant toujours assisté du greffier. C'est elle qui a le mieux résumé le métier de juge aux affaires familiales. Elle me regarde droit dans les yeux et s'exclame, très péremptoire. Il y a 2 juges. Le juge des enfants et le juge des parents comme 2 Pères Noël, ajoute-t-elle. Toi tu es le juge des parents. Effectivement, le juge aux affaires familiales a pour mission d'assurer l'équilibre entre les parents ou époux et en tout cas, le respect de leurs droits respectifs, mais toujours et d'abord dans le respect de l'intérêt de l'enfant. Si les enfants en danger physique ou moral relèvent de la compétence du juge des enfants, les enfants en danger affectif, du fait d'opposition ou séparation entre les parents, auront leur situation traitée en principe par le juge aux affaires familiales. Découvrant le domaine des affaires familiales, j'ai 3 surprises. D'abord la grande diversité humaine. Je trouve des situations heureuses, notamment dans les cas de délégation d'autorité parentale où j'organise le cadre dans lequel des enfants sont accueillis avec joie dans une autre famille, sans qu'il n'y ait une rupture totale de lien avec leur famille d'origine, mais aussi dans le cas pas si rare, de parents séparés qui ont su conserver une bonne amitié mutuelle, surtout lorsque chacun a retrouvé une autre relation affective stable et gratifiante, ce qui n'empêche pas que des désaccords éventuels, actuels ou futurs, doivent être résolus par la justice. Mais aussi je découvre des situations d'usure extrême, violences physiques et relationnelles de longue date, d'urgence immédiate, enlèvement d'enfants par l'autre parent voire disparition, ou de crise grave. Rupture très douloureuse, parfois tout juste en cours et incertaine, voire de crises multiples, puisque je peux être saisi plusieurs fois successivement par les mêmes personnes, s'il y a un changement important. Dans cette diversité, mon travail principal de juge, c'est d'organiser la séparation. 1/3 de divorce environ, 2/3 de rupture de concubinage, avec beaucoup de situations qui sont conflictuelles pour les personnes concernées mais pas aux yeux du juge. Lorsque les parents incapables de se parler, mais tout à fait capables de me parler, sont en réalité d'accord sur l'organisation de leur relation avec les enfants. Surprise aussi du nombre des personnes concernées. Au moins une bonne 50aine de personnes en moyenne par semaine, sans compter leurs avocats, qui interviennent dans 40% des dossiers. Plus de 1200 jugements par an pour plus d'1 millier de couples, un même couple pouvant avoir plusieurs jugements successifs, provenant des secteurs d'activité sociale et professionnelle les plus variés, des mondes économiques et politiques, de l'éducation et de l'administration, de l'agriculture et du spectacle, des navigations maritimes et aériennes et même de la justice,
avocats, magistrats, fonctionnaires, ne sont pas épargnés par les problèmes familiaux. Surprise enfin de découvrir la simplicité de la procédure. Le juge, saisi par requête, une simple lettre, va convoquer les deux époux et ou parents avec leurs avocats éventuels en chambre du conseil, c'est-à-dire dans la sérénité et la discrétion de son cabinet, hors la présence du public, avec sa seule greffière. Les greffiers sont bien souvent des femmes. De plus, en Polynésie française, l'avocat n'est jamais obligatoire devant le tribunal, la justice étant aussi simple que gratuite. Le rôle du juge, c'est d'abord de connaître le droit et de l'appliquer, c'est l'essentiel, ce qui explique la citation en exergue de ce chapitre relative à l'amour de la loi, puisque la loi fonde mon action. À cet égard, le juge est, profondément et d'abord, le premier des légalistes dans son respect de la loi, juriste de la stricte observance. Cependant, dans bien des domaines, notamment dans la justice pénale, la loi est devenue si complexe que si, selon l'adage, nul n'est censé ignorer la loi, la connaître parfaitement est devenue une gageure tant les réformes législatives se sont empilées, multipliant règles et exceptions. Il est parfois nécessaire de changer certaines lois, mais le cas est rare et lorsqu'il arrive, il ne faut y toucher que d'une main tremblante. Écrivait pourtant Montesquieu. Mais la loi, cette religion du juge, éclaire sur l'exercice de l'autorité parentale, ses relations entre parents et enfants, quelques pages seulement très intéressantes à lire. La loi laisse aussi une immense liberté et responsabilité au juge, puisque c'est à lui de l'appliquer aux situations individuelles. Ainsi, la possibilité de fixer la résidence alternée d'un enfant est expliquée dans un seul article du Code civil, l'article 373-2-9. Sans que la loi n'en dise plus, au juge d'apprécier l'intérêt de l'enfant, avec la possibilité d'un recours devant la cour d'appel. Le syllogisme judiciaire, c'est l'application de la loi à un cas particulier pour qu'en résulte la décision de justice. Mais le syllogisme est un peu différent du point de vue du juge aux affaires familiales dont l'œuvre de justice est d'abord d'entendre une blessure, une plainte, celle d'un conjoint répudié, pas nécessairement à tort, mais renié tout de même, sinon d'un parent blessé ou encore d'un enfant qui vit une séparation à répétition, voire permanente, à l'égard de l'un ou l'autre de ses parents. C'est ensuite un médicament, la loi qui va laisser une grande liberté et responsabilité à celui qui l'administre, le juge. C'est enfin un traitement, l'audience et la décision de justice est souvent une guérison, mais fort peu médiatisée. On parle plus des crameurs et des montangrus que des parents séparés qui s'entendent bien, encore moins des couples unis qui s'entendent très très bien. Et de ceux qui, compte tenu des difficultés relationnelles passées, apprécient tous les jours le rôle pacifiant de la décision de justice qui a clarifié leur organisation autour de l'enfant. Extraordinaire métier de juge pour lequel vous êtes rémunéré par la communauté, pour rendre des décisions libres. Tant mieux aussi car face à des situations si diverses, la liberté de réflexion et la rigueur d'analyse sont toujours subtiles. Il faut être indépendant et fort pour défendre le droit du plus faible. Sans dénier les injustices que peut subir aussi celui qui paraît le plus fort. Être rigoureusement impartial, en écoutant le plus possible pour synthétiser toutes les informations intermédiaires, rythme de travail des parents, lieu et horaire des écoles, moyens de transport. En agissant, la joie de l'âme est dans l'action, écrivait Goethe, par la décision de justice rendue, avec une volonté profonde de justesse et d'efficacité. Mon pouvoir n'est-il pas essentiellement service effectif de l'intérêt de chaque enfant et de l'équilibre entre les parents ? Plus avant, mon rôle est, après avoir pris connaissance du dossier et écouté les parents, d'analyser leur situation humaine spécifique, de proposer des solutions pour concilier si cela apparaît possible. J'ai l'impression que vous êtes tous deux attachés à l'enfant et qu'en fait, malgré la virulence de l'autre, vous ne critiquez pas ses qualités parentales, aussi bien au plan affectif que psycho-éducatif, n'est-ce pas ? Bon. En ce cas, vu vos difficultés de relation actuelles, je vous propose de chercher l'enfant alternativement à l'école le vendredi soir et de le ramener chacun le lundi matin, ce qui vous permettra de ne pas vous rencontrer pour l'instant. Pour la pension alimentaire, par rapport à la différence de revenus, même s'il y a une résidence alternée, il y a un barème qui me propose de fixer une pension de, pour le parent le plus fortuné, qu'en pensez-vous ? Situation simple mais pas si évidente pour autant où la confiance dans le juge est souvent la condition de l'accord. J'entérine les accords s'ils sont équitables et je tranche les points de désaccord.
L'exercice de l'autorité parentale. Qui prendra les décisions pour l'enfant? Finalement, on me demande presque toujours que cette autorité parentale, les droits et devoirs des parents, soient exercés en commun. Il est exceptionnel que l'exercice exclusif de l'autorité parentale me soit demandé et pour des motifs très précis. Grand éloignement, emprise psychologique, violence, permettant en ce cas à un seul parent de prendre toute décision concernant l'enfant, et je n'hésiterai pas à trancher dans le vif si c'est justifié. La justice, c'est vouloir autoriser, organiser, est aussi savoir exclure ou interdire. Le lieu de résidence de chaque enfant, appelé jusqu'en 1987 le droit de garde, expression qui fait qu'encore aujourd'hui, nombreuses sont les administrations et associations qui croient à tort que le parent chez qui la résidence de l'enfant a été fixée a un pouvoir exclusif de décision. Les liens avec l'autre parent, le droit de visite et d'hébergement, le plus souvent la moitié des week-ends et des vacances scolaires. La contribution financière, à l'entretien et à l'éducation des enfants, pour les charges du mariage, pour le conjoint trop défavorisé pécuniairement et pour lequel une pension alimentaire ou une prestation compensatoire doit être fixée. Et tant d'autres questions différentes. Répartition des dettes du ménage, choix de l'école, interdiction de déplacement à l'étranger, organisation de visites en détention ou dans un espace de rencontre, attribution du domicile conjugal ou d'un véhicule de prix, d'un chien, jusqu'à la périodicité des appels téléphoniques avec l'enfant dans certains cas. Assez succinct quand il y a finalement un accord entre les deux parents, le jugement sera beaucoup plus détaillé lorsqu'il y a des oppositions entre eux, et ce d'autant plus qu'elles sont argumentées en profondeur par les parents et leurs avocats. Je rédige alors une motivation, c'est-à-dire une analyse et argumentation sur chacun des questions faisant difficulté conduisant à la décision qui va suivre les célèbres mots « par ces motifs ». Touché par la plainte individuelle et devant aussi arbitrer justement au nom du peuple français, je crois sentir en moi aussi bien la véhémence d'Antigone d'abord, la rationalité de Créon ensuite, acceptant d'en vivre intérieurement l'alliance impossible. Et pourtant ils ne sont pas rares. Les parents qui sont soulagés d'avoir été entendus même si tous leurs désirs n'ont pas été comblés, repartant confiants en une justice dont ils ignoraient que l'humanisme en est l'essentiel. Quels sont mes moyens d'investigation pour prendre la meilleure décision? Entendre les parents, c'est la condition sine qua non. D'abord bien comprendre leurs attentes, et prendre conscience de leur disponibilité réelle à l'égard de leurs enfants. Lire les attestations de ceux qui connaissent les parents et les enfants, et peuvent témoigner de leurs qualités et difficultés affectives et psycho-éducatives. Si certaines attestations peuvent être tout à fait fantaisistes, lues récemment, je certifie qu'il n'a jamais tapé sa femme. Il serait plus judicieux d'ajouter au moins, en ma présence ou à ma connaissance, d'autres témoignages, émanant en particulier de tiers. Employeurs, voisins, babysitters, amis de longue date, professionnels intervenant dans la famille, infirmières, enseignants, peuvent contribuer à éclairer utilement la situation humaine. Entendre les enfants, c'est un bon moyen pour comprendre leurs conditions de vie et les relations avec chaque parent, lequel est davantage présent, qui suit leur travail scolaire, voire pour l'enfant de faire passer à travers le compte-rendu de son audition certaines suggestions d'amélioration. Ainsi, pour certains pères, ne pas laisser la nouvelle compagne s'occuper des enfants mais savoir prendre avec eux des moments privilégiés. Ordonner une médiation familiale. Elle est vraiment intéressante lorsque les parents ont le désir sincère de vouloir une meilleure communication entre eux, et surtout elle équilibre les enfants qui, à défaut d'avoir des parents qui retrouvent une vie commune, voient au moins leur souhait qu'ils se disputent moins. Réalisé d'autant que ceux qui ont un lieu pour dialoguer, même s'ils ont sans désaccord, sont alors plus détendus lors de leur rencontre devant les enfants. Décider d'une enquête sociale. Elle permet d'obtenir des informations précises sur le mode de résidence et les qualités affectives, organisationnelles et éducatives de chaque parent puisque l'enquêteur social se rendra sur leur lieu de vie, de préférence lorsque chaque enfant concerné s'y trouve, mais aussi rencontrera l'entourage immédiat de l'enfant. Grands-parents, assistantes maternelles ou personnel enseignant, éducateurs sportifs, associatifs, toutes ces personnes connaissant bien l'enfant et pouvant donner des informations utiles sur son meilleur cadre de vie. Ordonner une expertise psychologique, parfois même psychiatrique.
examen attentif de chaque enfant et des deux parents. Celle-ci est vraiment précieuse pour apprécier l'équilibre de chacun des parents et comprendre les interactions et modes de relations familiales. Un rapport écrit détaillé étant remis au juge. Renvoyer l'affaire à une autre date en enregistrant les accords entre les époux, ou en fixant une décision provisoire, par exemple la résidence d'un enfant en alternance au domicile de ses deux parents à titre d'essai. C'est une mesure exceptionnelle puisque le juge ne va pas trancher au fond et le dossier va prendre la place d'un autre dossier, alors que tant d'autres ex-couples attendent eux aussi un jugement. Si dans les dossiers simples, la seule volonté des parents me suffit, dans les dossiers complexes, j'ai de nombreux éclairages différents et complémentaires. En sachant que dans ces dossiers, pour 2/3 d'entre eux, les parents se mettront souvent d'accord après la mesure de médiation familiale, d'enquête sociale ou d'expertise psychologique. Quelquefois un peu provoquant, je déclare « La meilleure décision je la connais ». Et après une seconde, c'est celle qui détend le plus les deux parents. Parce que quand les parents vont mieux, les enfants vont beaucoup mieux. Mon paradoxe de juge sera à la fois de tout faire pour bien couper tout lien de dépendance entre les époux ou parents, lorsqu'ils sont vraiment séparés, certains étant tentés d'utiliser la procédure comme prise de pouvoir sur l'autre, et en même temps de tout faire, sauf carence exceptionnelle, pour maintenir le lien de chaque parent avec les enfants. Combien de fois aurais-je dit aux parents que les droits et les devoirs des parents sont les mêmes que l'on soit en mariage, en concubinage, en divorce, et peuvent se résumer en un mot : on ne divorce pas de ses enfants. Mais aussi avec la nécessité de m'adapter aux situations concrètes, quelles qu'elles soient, je découvre que la justice, même lorsqu'elle ne concerne pas les délits et les crimes, est aussi un combat, celui de l'écoute des passionnés, celui de l'analyse des passionnés, enfin celui du jugement des passionnés. Impression fréquente d'être un Salomon des temps modernes, coupant non plus l'enfant mais son temps de vie entre ses deux parents, avec pour objectif en tout cela de parvenir à une décision juste, c'est-à-dire dans l'intérêt de l'enfant, à la fois profondément humaine et vraiment efficace. Peut-on faire une analyse psychosociologique des personnes et situations rencontrées ? Du point de vue du juge, avec grande prudence, il serait bon que des centaines de chercheurs investissent le domaine des affaires familiales. Mais déjà, à travers le prisme des couples en difficulté qu'ils rencontrent, le juge aux affaires familiales a une bonne connaissance de la famille, notamment en Polynésie française, riche de solidarités intergénérationnelles mais aussi soumise aux pesanteurs de certains tupuna, confrontée à la dialectique entre une certaine sécurité apportée par la famille élargie mais envahissante et la liberté individualiste d'individus trop isolés. Mais la vision du juge sur les couples et familles, principalement axée sur les séparations et antagonismes, subit un effet de prisme. Traitant des difficultés des couples et familles, il ne sera pas le mieux placé pour dresser une cartographie des couples réussis et heureux, mais bien placé pour discerner risques et difficultés de la vie commune. Quelles sont les difficultés majeures des familles du point de vue du juge aux affaires familiales, celles que le juge vit le plus au quotidien ? Elles constituent l'épine dorsale de ce livre. D'abord, le risque de l'arrivée précoce de l'enfant, source de crise du couple en concubinage, rendant difficile la place du père, mais aussi le risque d'une place par trop décisionnelle de l'enfant dans trop de couples séparés. Également la crise du milieu de la vie pouvant être majeure pour bien des couples mais aussi le poids des blocages individuels. Enfin, et encore plus spécifique en Polynésie française, la place particulière des grands-parents et des adoptants. À travers cet univers des familles, on pourra formuler ensuite des réflexions et propositions précises quant aux meilleures conditions de la séparation mais aussi du mieux vivre ensemble, ayant découvert l'immense richesse des situations humaines et la possibilité de les améliorer. Être juge, c'est certainement exercer un métier passionnant, d'abord l'un des plus humanistes du monde. Donner sa juste place à chaque parent. La peur force doit rester à la justice. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Code civil, article 212. Recherchez la justice, mettez au pas l'oppresseur, faites droit à l'orphelin, prenez la défense de la veuve. Isaïe 1,16. Après avoir dans sa requête demandé le divorce et une contribution du mari pour les enfants, la femme qui se présente devant moi à l'audience de conciliation obligatoire avant divorce est décidée. Je ne veux plus de pension alimentaire. Normalement, pour un juge, c'est un problème de moins.
On fait noter par la greffière que l'une des parties, c'est ainsi que l'on appelle ceux qui viennent devant la justice ici époux ou parents, se désiste de l'une de ces demandes et on aborde alors les autres points à régler. Mais devant l'attention de cette femme d'une quarantaine d'années, bien habillée comme le sont souvent les femmes devant le juge, j'insiste et l'interroge. Le tutoiement est souvent de mise en Polynésie, librement mélangé au vouvoiement. Pourquoi ? Parce qu'il ne sera pas d'accord, tu sais. Mais ce n'est pas à lui de décider. Vous travaillez ? Non. Enfin, je vais me lancer dans l'artisanat. Alors ? C'est donc juste que ton mari te verse une pension alimentaire au moins pour votre enfant, n'est-ce pas ? Ça se voit que vous ne le connaissez pas. S'il ne veut pas, il ne fera pas. Ma greffière est haïtienne. Aussi franche que sensible, elle assiste à toutes les audiences et en prend note, indispensable pour savoir ce qui s'est dit exactement et rédiger le jugement. Alors qu'elle n'intervient jamais, elle sort subitement de ses gonds. Mais c'est pas ton mari qui décide, c'est le juge. La femme soupire, persuadée que nous ne pouvons comprendre ni maîtriser ce qu'elle sait d'expérience. Elle ajoute. D'ailleurs, il ne veut plus divorcer, il me l'a fait savoir dans la salle d'attente. Pas avant quelque temps en tout cas. C'est ce qu'il m'a dit. Bon, je vais le voir. Dans les procédures de divorce, c'est séparément que l'on voit chaque époux. Pour s'assurer que la volonté de chacun est libre et en pleine conscience. Puis le juge doit les recevoir tous deux ensemble sans avocat. Ce qui permet de se rendre compte des points de friction et de certains non-dits. Avec leurs avocats, enfin s'il y en a, pour entériner les points d'accord et trancher les désaccords. Pour les concubins en revanche, tout le monde entre ensemble dans le bureau du juge puisqu'il n'y a pas à vérifier la liberté de consentement au divorce. Quel visage l'homme va-t-il avoir ? Crâne rasé, gabarit moyen, je le sens assez physique. Aimable, il doit se dire, il vaut mieux être aimable devant un juge, on ne sait jamais. Rares sont ceux qui ne le sont pas, d'autant que je me suis habitué à être toujours courtois, tout en voulant être tout aussi franc et direct aussi, ce qui est plus difficile, plus exigeant. En tout cas, les personnes qui se montrent désagréables devant le juge me laissent deviner combien elles sont généralement plus qu'invivables à l'extérieur. Je le sens sur la défensive, sait-on ce qui peut sortir d'un juge ? Après l'avoir salué en tahitien et avec un signe de la tête, essentiel dans la relation humaine, on y est toujours sensible, tout particulièrement en Polynésie, je lui demande. Je viens de recevoir ton épouse. Elle m'a confirmé sa demande en divorce. Es-tu d'accord avec le divorce ? Mon interlocuteur est, comme beaucoup d'autres devant moi, bien inséré dans la société. Il travaille dans le domaine de la sécurité, domaine florissant en de nombreux pays. Le vigile m'observe. Ceux qui ont du pouvoir savent être bien prudents avec ceux qui pourraient en avoir plus qu'eux. Je me suis toujours méfié des policiers ou surveillants de prison excessivement obséquieux devant moi, ne sachant que trop que ceux-ci se rattrapent ensuite sur d'autres moins bien placés que le juge. Le divorce ? Pas pour l'instant. Mais dans 6 mois je serai d'accord. Vous êtes séparés depuis combien de temps ? 3 ans. Bon, aujourd'hui, Aïta divorce. On va prendre l'ordonnance de non-conciliation qui organise votre séparation. Pour le divorce, on verra plus tard, d'accord ? Très bien. On posera tout à l'heure la question, si tu veux un divorce Aïta PAPA. C'est-à-dire sans discussion des torts de l'un ou de l'autre. À ma demande, l'épouse nous rejoint. Elle regarde régulièrement son mari, pour apprécier sa réaction. Elle a peur. Elle tremble. Je dois continuer. Bien, je vous ai reçus séparément comme le prévoit la loi. Vous m'avez confirmé aussi bien l'un que l'autre votre accord avec le divorce, c'est bien cela ? Elle me regarde sans trop réaliser, hoche de la tête, lui acquiesce aussi. Et vous voulez un divorce à l'amiable, c'est cela ? Oui, dit-il. Je m'y attendais. Il l'a battu pendant des années et ne s'en cache pas vraiment tant la sincérité est encore très présente dans la culture polynésienne, il y a donc intérêt. Un divorce pour faute peut entraîner des dommages-intérêts à verser à la victime, et même s'il n'y a pas de réparation en argent pour le fautif, c'est une flétrissure puisque c'est indiqué dans le jugement. Prononce, auteur de le divorce de et d'autant que le jugement peut toujours être lu, notamment par un enfant. Divorce à l'amiable ?
L'épouse me répond tout de suite soulagée. Oui. Dans son courrier écrit, l'épouse m'a dit avoir porté plainte il y a 15 ans contre son mari pour violence, qu'il a eu un avertissement par la justice pénale, souvent un délégué du procureur de la République, qui proposera en cas d'accord un classement sans suite, et que les violences n'ont jamais cessé. Elle l'a épousé il y a 12 ans. Bien, je vais constater votre accord par écrit. Mais si vous le signez, vous ne pourrez plus changer ensuite, d'accord ? J'ai, dans mes premiers temps d'activité professionnelle, souhaité que la victime de violence puisse avoir toujours un avocat et obtenir le divorce au tort du mari. Jusqu'à ce que je découvre que le désir depuis tant d'années de recouvrer sa liberté, à tout prix, en se moquant bien de dommages-intérêts, était plus fort et convainquait bien des avocats. D'autant qu'il est rare encore aujourd'hui, que l'entourage ose faire des attestations en faveur d'une victime par lâcheté ou indifférence. Dans ces conditions, l'urgence est de sortir de l'étouffement. D'organiser la libération d'un des deux parents. Il est des demandes de mise en liberté qui ne souffrent aucun délai. Nous sommes d'accord. Il signe le procès-verbal d'acceptation du divorce sans considération des torts. La résidence des enfants est fixée chez lui pour l'un, chez elle pour les deux autres. J'organise les week-ends et vacances de chaque parent, avec les enfants qui ne résident pas chez lui. Le mari se rend compte que j'ai à cœur de préserver aussi ses intérêts dans ses relations avec leurs enfants. L'épouse à chaque fois se tourne vers lui, quête son approbation. Je crois avoir rarement vu quelqu'un manifester aussi visiblement sa peur dans un tribunal. Il est impressionnant de prendre conscience que tout homme, qui a une puissance limitée dans la société, dispose d'un pouvoir qui peut se révéler écrasant dans sa famille. Et quasiment sans limite si la loi du silence s'exerce. Lorsque la violence morale et ou physique ferme les verrous de la peur, le juge peut véritablement libérer le conjoint, mais aussi leurs enfants de prison indicible. Elle tremble. Je déclare comme à l'habitude. Il est fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint en sa résidence. Je leur explique en mots simples que la séparation est consommée. La mention qui figurera dans la décision de justice est très importante. Concrétisant la séparation, elle permet aux gendarmes et policiers d'intervenir en cas de harcèlement, et désormais, grâce à l'ordonnance de protection, le juge peut contraindre l'auteur de violences à quitter le domicile familial sous peine d'incarcération. Enfin, de manière rassurante, une audience peut très vite dériver, j'ajoute. Bien. Il y a une demande de pension alimentaire qui est formée dans la requête de l'épouse, de 30 000 FCP, francs de la communauté du Pacifique par mois, 250 €, alors que l'époux propose 20 000 FCP, 165 € dans ses écritures, c'est bien cela ? Le choix des mots n'est pas indifférent. Ils doivent être à la fois compréhensibles, quitte à reformuler en des termes plus simples, mais également précis, afin que les parents ne puissent penser, tentation fréquente, que l'on est dans une discussion anodine. Le mari gagne combien ? 180 000 FCP, 1 500 €. Avec quelle charge ? Loger gratuitement dans la famille. Un crédit de voiture à payer ? Classique et démesuré pour un budget moyen, et madame ? Absolument aucune ressource. Chacun s'exprime librement. Après vous avoir entendu l'un et l'autre, je fixe à 30 000 FCP le montant de la pension. J'insiste. Vous avez tout compris ? Bon, pour les versements c'est avant le 5 de chaque mois, donc dès le mois prochain. Si on ne paye pas cette pension alimentaire, il y a deux problèmes. Madame peut par un huissier faire une saisie sur la retraite, ce sont des frais en plus, mais aussi le procureur peut vous faire comparaître devant le tribunal correctionnel. Prenant un air dégagé, je me tourne alors vers la greffière pour lui raconter une histoire vraie. Tu n'as pas connu, je crois, ce papa vraiment idiot. Je me tourne vers les époux émoticônes souriants. Pas comme vous, bien sûr, qui devait aller pour la 2e ou 3e fois en prison parce qu'il ne payait pas la pension que le juge avait pourtant fixée d'après ses revenus. Heureusement qu'on n'en est pas là. Mais je veux que vos enfants puissent être fiers de vous. Sans complaisance ni paternalisme, il s'agit de les éclairer sur leurs droits et devoirs. Je mets fin à l'audience en ce qui les concerne. Elle semble abasourdie. Comme si la libération de l'oppresseur était un rêve inaccessible, pourtant atteint. Lui, dont j'ai pris en compte plusieurs attentes, notamment les détails d'organisation de son droit d'accueil des enfants, me regarde. S'il te plaît, monsieur le juge.
Oui. Je ne suis payé que le 10 de chaque mois. Alors la pension? Je peux seulement la verser à ce moment-là, s'il te plaît? Mais même si la plupart des conjoints violents savent s'incliner devant plus fort qu'eux et observer la décision de justice, tous ne l'acceptent pas pour autant. Aussi les lois récentes, notamment relatives à l'aide aux conjoints victimes, accélèrent-elles la rapidité du prononcé d'une ordonnance de protection mais aussi augmentent le contrôle du violent, donnant aux juges aux affaires familiales une plus grande efficacité. Après avoir toujours examiné les informations communiquées et écouté avec la même attention chacun des deux, mettant sincèrement en balance les éléments de violence débattus devant lui, mais aussi de dangerosité, chaque juge bénéficie d'une vraie force, l'inobservation d'une seule de ses obligations ou interdictions, de contacter ou approcher la victime, de suivre un stage de sensibilisation aux violences conjugales, faisant encourir l'incarcération. La justice est alors le glaive radical pour faire cesser immédiatement les violences, ces injustices les plus graves. Être JAF face aux problèmes parentaux. Des jours à Venise, d'autres au tribunal, un amour s'enlise, le drame est banal. Un homme fébrile, une femme en pleurs, un juge tranquille, réconciliateur, Charles Aznavour, les images de la vie. Juliette Arboni et Écuy. Le droit est l'art du bon et de l'équitable. Cels, jurisconsulte romain à IES. AP. JC. Quelles sont tes situations les plus fréquentes? Tes problèmes classiques quotidiens? Questions récurrentes de collègues de travail, de familiers et d'amis. Les situations habituelles, c'est le plus souvent la requête d'une femme seule. Après quelques années de concubinage, il est parti pour aller voir ailleurs. Ou il entretient une autre relation, et a mis sa première à la porte. Elle écrit d'abord parce qu'elle ne s'en sort pas, et demande une pension alimentaire pour leur enfant unique ou leurs 2 enfants. Pour elle-même, elle ne peut rien réclamer. Le devoir de secourir son conjoint n'existe que dans le mariage. Dans le concubinage, même avec un pacte civil de solidarité, en cas de rupture, c'est chacun pour soi. Dès la première convocation, dans la moitié des dossiers, le père vient. Et dit parfois que la mère l'empêche de voir leur progéniture. Mais avant d'en parler ou de traiter des questions d'argent, je dois d'abord fixer la résidence du ou des enfants. C'est-à-dire préciser chez qui ceux-ci vont officiellement habiter. Le plus souvent chez la mère, ai-je découvert. Pourquoi? Parce que dans la très grande majorité des cas, contrairement à l'idée reçue, Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.